Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Je me suis posé la question de est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple et d'avoir des enfants? Ou est-ce que j'en ai envie parce que j'ai l'impression que si je le fais pas, je vais moins valoir en tant qu'être humain, en tant que femme? Pendant des années, j'ai consommé des podcasts et des vidéos YouTube sans jamais laisser un commentaire ou m'abonner. Mais maintenant que je suis passée de l'autre côté et que c'est moi qui produis les contenus, je me rends compte à quel point c'est précieux. Parce que sans évaluation des auditeurs, pas de visibilité et donc pas d'impact. Alors si ce podcast t'aide, t'inspire ou te fait avancer dans tes réflexions, s'il te plaît, pense à lui donner un petit coup de pouce. Tu peux noter l'épisode 5 étoiles, laisser un commentaire, le partager à un ou une pote qui rêve de bouger, etc. C'est un geste qui est tout simple, mais qui permet vraiment de soutenir ce média qui est indépendant. Ça fait toute la différence, alors je compte sur vous. Aujourd'hui, je vous partage un échange riche et très profond avec Lise. Elle est partie vivre à l'étranger dès ses 17 ans pour un an en famille d'accueil à Seattle. Elle a maintenant 36 ans et elle est nomade digitale en solo depuis plus de 10 ans. Elle est aussi freelance en marketing dans le secteur de la tech, mais ça, on en parlera plus en détail dans un prochain épisode. Dans notre échange aujourd'hui, elle nous raconte son parcours de voyage, ses coups de cœur et aussi ses expériences moins faciles en tant que voyageuse solo. Et surtout, on aborde un sujet qui est souvent mis de côté, la façon dont nos choix de vie nomade influencent nos relations familiales, amicales et aussi amoureuses. Lise nous parle de comment elle arrive à rester proche de ses familles alors qu'elle vit à l'étranger, de comment elle crée et entretient des amitiés en changeant de lieu régulièrement. Et elle nous partage ses questionnements sur la place de l'engagement, de la stabilité ou même de la parentalité dans sa vie nomade. Je tiens vraiment à remercier Lise qui a partagé son propre vécu avec beaucoup de transparence. Elle nous montre comment elle a construit une vie à son image, entre immersion culturelle, une vraie liberté géographique et aussi une recherche constante d'équilibre personnel. Elle s'ouvre beaucoup aussi sur tous les questionnements qu'elle a rencontrés en chemin et qui, j'espère, résonneront avec les vôtres comme ils ont fait écho aux miens. Allez, bonne écoute. Hello Lise, bienvenue sur Novanes. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Salut Chloé et merci de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Lise, j'ai 36 ans. Je suis originaire de Lille, dans le nord de la France, et ça fait une dizaine d'années que je suis nomade. J'ai d'abord été nomade, on va dire à temps partiel avec une base en France, et puis il y a 5 ans, je suis partie totalement de France pour être 100% nomade, avec une base au Costa Rica pendant 2 ans et en Bulgarie où je suis depuis 3 ans, dans les montagnes de Bansko. Pour gagner ma vie, je suis travailleur indépendant, donc freelance en marketing, et je travaille avec des clients internationaux, un seul gros client à la fois. J'ai travaillé dans le secteur de l'assurance. Maintenant, je suis dans le secteur de l'IA, donc deep tech, sujet assez technique. Et à côté, j'ai lancé La Minute Freelance, qui est un blog avec une série de contenus et une formation pour aider les indépendants qui aimeraient se lancer, ainsi qu'un livre qui s'appelle «Tout pour être freelance». Et puis, à côté du travail, j'ai plein de passions. Donc être nomade, ça me permet de les exercer. J'aime beaucoup le surf, le snowboard, le yoga. Donc je choisis mes destinations nomades en fonction un peu des saisons et des loisirs. Est-ce que j'ai tout dit? Ça me paraît déjà pas mal. Peut-être, comment est-ce que tu en es arrivée là? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'adopter ce mode de vie? Est-ce que ça a été des opportunités? Est-ce que c'était un choix de construire ta carrière en fonction de ça?
J'ai toujours aimé voyager et quand j'étais plus jeune, je me souviens que, au collège, au lycée, je rêvais d'ailleurs et mes parents voyageaient pas beaucoup et donc mon premier voyage, ça a été de supplier mes parents de m'envoyer aux États-Unis pendant 1 an quand j'avais 17 ans et j'ai réussi à les convaincre et je me suis retrouvée, en échange lycéen, donc très tôt, en famille d'accueil pour une année à Seattle. Donc ça a été, un élément assez, fondateur de mon envie de voyage. C'est venu confirmer que ma vie, j'allais la concevoir plutôt à l'étranger et pas, juste en France. Pas parce que j'aime pas la France, mais parce que j'avais envie d'ailleurs, envie d'explorer et après j'ai eu une série de voyages, soit en vacances, soit pour faire des expériences professionnelles, des expériences étudiantes. Donc j'ai passé, pas mal de temps en Amérique latine, la Caraïbe aussi. Donc j'ai fait, 1 an en Martinique, 1 an en Jamaïque, pas mal de temps en Équateur, Pérou, Bolivie, beaucoup de temps, aussi autour de l'Europe et de l'Asie, tout en construisant mon parcours universitaire, puis, mon parcours professionnel et donc arrivée à la fin de mes études, je me suis rendu compte qu'il y avait aucun job qui allait pouvoir m'accorder ce niveau de liberté pour que je puisse continuer à voyager et j'ai décidé de monter ma propre boîte, ce qui m'a donné encore plus de liberté en termes de géographie. Donc finalement, dans ma vie d'adulte, j'ai jamais, gardé un appartement plus d'1 an au même endroit. Soit je changeais dans la même ville, soit je changeais carrément de pays et j'ai jamais acheté de meubles. Ça, c'est la petite histoire, ça fait pas partie de mon parcours de vie d'adulte. Donc le nomadisme, pour moi, c'est une suite de cette envie qui a émergé assez tôt de voyager, de voir le monde. Pas juste comme une touriste, sur du temps court, même si le tourisme, j'en fais et ça a plein d'avantages, mais je vois vraiment ça comme, pouvoir être en immersion, découvrir des cultures, vivre un quotidien avec un autre environnement, c'est quelque chose qui me satisfait et qui me plaît énormément. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance de pouvoir travailler en ligne et d'avoir ce mode de vie. Avant, c'était pas forcément possible et je me vois pas construire une vie, en dehors de cette espèce de nomadisme ou semi-nomadisme avec une base à l'étranger qui change tous les 3 4 ans, par exemple. Donc tu as vraiment toujours, dans ton nomadisme, eu une base à un endroit autour de laquelle tu as, donc navigué et comment tu l'as choisie cette base à chaque fois? Je l'ai choisi en fonction de, ce dont j'ai besoin à l'instant où je veux me poser. Par exemple, le Costa Rica, c'est un peu arrivé par hasard. Je devais partir, 3 semaines et au final, j'ai annulé mon billet retour et je suis restée 2 ans. Ce qui m'a plu là-bas, c'était la communauté, donc être entourée de personnes que je trouvais inspirantes, qui étaient, alignées avec mes valeurs, qui partageaient les mêmes centres d'intérêt. Le confort de vie, la qualité de vie, donc pouvoir aller à la plage, tous les matins avant de travailler, que tout soit à proximité, pas avoir besoin de véhicule pour se déplacer partout. Donc des petits critères comme ça qui sont importants pour moi, ont fait que le Costa Rica cochait ces cases, mais c'est arrivé par hasard. La Bulgarie, c'était beaucoup plus intentionnel. J'avais besoin d'une base, qui soit abordable, qui puisse me permettre de pas culpabiliser, si, je pars, 3 ou 4 mois et que je paye un loyer, «dans le vide» entre guillemets. Ce qui est pas arrivé de façon assez surprenante. Je suis quand même, beaucoup en Bulgarie, au moins, 7 à 8 mois par an. Et puis, les montagnes, le fait de pouvoir faire du snowboard l'hiver, juste avant, de démarrer sa journée de travail, c'est assez incroyable. Donc, je dirais que dans mes premiers critères, il y a la qualité de vie, l'accès aux loisirs et puis ensuite en base, il va y avoir le coût de la vie, donc non seulement le coût des loyers, mais aussi la fiscalité. Ça, c'est assez important pour moi, d'optimiser puisque je pourrais être partout, donc de choisir une base qui me permet d'avoir une taxation, la plus faible possible et en dernier, bien sûr, ce qui est d'ailleurs un des critères importants, peut-être que c'est le premier, c'est l'accès au visa. La possibilité de pouvoir rester à un endroit, sans avoir un processus complexe de visa, devoir avoir des avocats. Donc la Bulgarie, c'est parfait parce que c'est l'Union européenne. Et ouais, c'est ça, on a vraiment de la chance avec l'Union européenne, c'est qu'on a quand même pas mal de pays qui sont accessibles pour ça. Donc sur toute la partie, de la gestion de ta carrière et de la gestion des finances aussi, on en reparlera dans un deuxième épisode. Mais peut-être est-ce que tu peux nous raconter, un peu nous faire voyager parmi toutes tes années de nomadisme? Est-ce que tu as une destination ou une expérience ou même une anecdote, qui est un peu un coup de cœur et que tu voudrais partager? Pour moi, c'est vraiment le Costa Rica. Alors le Costa Rica, quand j'ai partagé,
les lieux que j'ai aimés avec d'autres personnes, j'ai eu des retours de nomades et de voyageurs qui avaient pas forcément apprécié parce que c'était trop calme. On va pas au Costa Rica pour chercher, des soirées, de l'animation. On se lève très tôt pour profiter de la nature, aller surfer ou être à la plage. Donc c'est une vie qui est douce. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était le contraste entre, une vie dans la jungle. J'étais vraiment entre la jungle et l'océan et le fait de pouvoir me connecter et avoir, la Lise, carriériste, pendant 8 heures sur son ordinateur. Je fermais l'ordinateur et ensuite j'étais, en pleine nature. Donc il y a plein de moments qui m'ont marquée. Par exemple, pendant assez longtemps, j'avais une famille de singes hurleurs qui habitait juste au-dessus de chez moi, au-dessus de mon toit et c'était assez drôle pendant des meetings, il y avait des bruits assez forts et on pensait que c'était mon estomac qui gargouillait. Donc plusieurs fois, on m'a dit: «Lise, tu faim?» Et en fait, c'était les singes hurleurs, ça grogne, assez fort et leur bruit m'a tellement manqué que j'ai fait un court voyage en France pour voir ma famille et je me souviens avoir trouvé sur Spotify une musique des bruits de la jungle. Donc on entend, les animaux, les insectes, les singes, que je me passais avant de m'endormir parce qu'il me manquait quelque chose et j'arrivais pas du tout à trouver le sommeil. Donc ça a été pour moi, c'est un endroit où je rêve de retourner, pour m'installer de façon durable. Après, bien sûr, quand on est jeune, qu'on a envie de développer des projets, on est quand même assez excentré au Costa Rica. Il y a beaucoup de retraités, beaucoup de gens qui y vont pour surfer, pour faire du yoga, donc c'est encore une fois calme. C'est venu remplir un besoin, un moment dans ma vie où je voulais, surtout après la pandémie, j'avais besoin de me reconnecter et j'avais besoin de cet espace, où ma priorité c'était, ma détente. Maintenant que je suis dans une autre énergie, c'est sûr qu'on est mieux en Europe, c'est plus central. On peut facilement, se déplacer pour aller, voir des clients en physique, dans des grandes villes. Mais voilà, gros coup de cœur pour le Costa Rica et c'est un endroit qui est juste incroyable avec une hospitalité, les personnes que j'ai rencontrées, les locaux, sont vraiment, des personnes, vibrantes. Il y a aussi des zones, ce qu'on appelle les zones bleues, donc des là où les humains vivent, très longtemps en bonne santé. Je pense que ça a à voir avec la communauté, pas juste, l'accès à une alimentation saine et le mouvement, mais aussi, le fait que les gens soient soudés, que dès qu'on a un souci, moi j'ai eu pas mal de soucis mécaniques puisque la jungle vient tout ronger, donc le sel de mer qui provoque de la corrosion, la boue, l'humidité fait que les véhicules sont en mauvais état et donc plusieurs fois quand tu tombais en panne au milieu de nulle part, il y avait des gens qui s'arrêtaient, qui prenaient 1 heure de leur temps pour gratuitement me dépanner, ce qui est assez extraordinaire quand même et ça m'a beaucoup touchée. Donc gros coup de cœur pour le Costa Rica. J'avoue que là, ça me donne vraiment envie d'y aller. Tu parlais espagnol, du coup, tu as appris l'espagnol là-bas ou? Je parlais espagnol avant, Mmh. j'avais un bon niveau. Alors j'ai fait allemand en seconde langue vivante au lycée, je ne parle pas un seul mot d'allemand, je ne sais pas comment j'ai fait pour, pour passer le bac, mais l'espagnol, c'est venu après. Donc comme j'ai passé pas mal de temps en Amérique du Sud, j'ai appris l'espagnol, sur place. Puis à la fac, du coup, j'ai pu rebondir et continuer l'espagnol parce que j'avais eu cette expérience de voyage qui était venue, me donner un niveau suffisant pour suivre des cours. Et ensuite, donc en allant au Costa Rica, j'avais une base assez solide, qui est partie vers de la fluidité et du bilinguisme. Alors, j'ai pas un niveau d'espagnol qui me permettrait d'exceller au niveau professionnel, par exemple. Je travaille en anglais, mais je me vois pas travailler forcément en espagnol. Ça demanderait un peu d'adaptation. Par contre, pour le quotidien, c'est largement suffisant et ça me permet d'avoir des conversations avec, tous les gens que je rencontre, de me faire comprendre. Trop chouette. Ce qui donc, était, je pense super important au Costa Rica, parce que tu as parlé de la force de la communauté et tout, OK. Est-ce que, pour, peut-être contrebalancer, il y a une destination, une expérience que tu as moins aimée, au cours de tes années de nomadisme et peut-être ce que tu ferais différemment ou ce que tu en as appris? Oui, j'ai eu beaucoup de mal avec la Malaisie. Je devais partir 1 mois en Malaisie et au final, j'ai passé, 3 jours à Kuala Lumpur et sur un coup de tête, j'ai décidé de tout annuler et de me rediriger vers, l'Indonésie et Bali. Je pense qu'une partie de ma mauvaise expérience est liée au manque de préparation. Donc je me suis retrouvée dans un quartier de Kuala Lumpur qui était pas forcément, le plus, accueillant pour une femme qui voyage seule. Donc je me suis faite suivre par des hommes qui attendaient en dehors de mon hôtel. Je me suis sentie en insécurité. Il y avait une personne qui rôdait autour de ma porte, l'hôtel ne faisait rien.
Ça m'a provoqué, beaucoup de colère, plus que de la peur en fait, c'était et de l'insécurité bien sûr, c'était un facteur, fort, mais c'était plutôt de la colère de me dire que j'étais pas prise au sérieux, que quelqu'un se permettait de venir dans mon espace et que, je me suis sentie, impuissante, voilà, il y a toute cette colère qu'on peut ressentir quand on est une femme et qu'on vit ces injustices et puis j'ai pensé à toutes les femmes aussi dans ce pays qui elles, du coup, sont pas, protégées par un statut, de touriste, qui doivent vivre ça et je pouvais plus supporter, la présence, ou le regard des hommes dans la rue qui me regardaient avec insistance. Ça m'était hors de moi donc ça me pesait tellement que j'étais au bord des larmes dès que je faisais 10 mètres dehors et je me suis dit que j'avais pas besoin de me faire traverser ça. J'ai pris, donc le premier avion pour partir. En entendant des récits de voyageurs, je me rends compte que la Malaisie, c'est un pays qui peut être assez, difficile en termes d'adaptation, mais aussi qui a beaucoup de choses à offrir. Donc je pense que je devrais donner une deuxième chance à la Malaisie et que si, à l'avenir, je décide d'y retourner, je serai mieux préparée. Peut-être que j'irai, dans d'autres endroits que Kuala Lumpur. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas un endroit que je recommande. Tout simplement parce que mon expérience a été, vraiment, un immense choc. Ça fait aussi partie des expériences de voyage. Je pense que, moi j'ai tendance à être, par nature assez, naïve, insouciante, à me laisser porter, à pas forcément faire attention, alors je suis prudente en voyage, mais je suis quand même quelqu'un de plutôt zen, plutôt calme, et là je me suis retrouvée complètement, dans une réalité en fait, un reality check comme on peut dire. Donc voilà, pour la Malaisie, c'était compliqué. J'ai aussi eu un peu de mal au Japon et en Corée du Sud parce que je trouvais qu'il y avait une grosse, différence culturelle et parfois j'avais l'impression que j'étais pas la bienvenue et je savais pas si c'était, parce que c'était juste une barrière culturelle, une façon différente d'échanger entre personnes ou, que les touristes étaient pas forcément appréciés dans certains endroits. Mais par contre, c'est des pays que j'ai adorés, où j'ai aussi, réussi à avoir des échanges intéressants avec des Japonais et des Coréens. Donc, ces pays-là, je les recommande. C'était juste pour moi très dur de m'adapter. Et puis, bon, la Bulgarie où je vis, gros disclaimer pour ceux qui voudraient venir en Bulgarie. De prime abord, les personnes sont pas très accueillantes. Il y a une certaine froideur et plusieurs fois au démarrage, j'ai eu des situations où en fait, je me suis fait envoyer balader, de façon assez virulente, juste parce que je posais une question, par exemple, à un chauffeur de bus, en lui demandant s'il allait à telle destination ou, par des serveurs parce que je demandais, un verre d'eau, enfin des choses très, très basiques. Mais, voilà, il faut savoir qu'en Bulgarie aussi, on peut avoir un choc culturel. En fait, les gens vont t'aider, mais ils vont pas mettre de forme. Par contre, si tu as besoin de quelque chose en Bulgarie, tu peux être sûr que tu seras pas, sur le côté de la route à galérer. On va vraiment t'aider, mais on va pas, mettre des formules de politesse, ou, être, amical, de prime abord. OK. Sur la Bulgarie là, moi j'ai jamais été moi, donc je connais pas du tout. Mais, tu penses que c'est quoi? C'est des habitudes culturelles qui sont différentes? Le fait, par exemple, de demander la direction du bus, c'est que ça se fait pas? C'est que enfin, comment tu l'expliques ça? Je pense que c'est pas tant ce que je disais ou ce que je faisais, c'est juste que c'est une culture où il y a pas vraiment de filtre, on met pas les formes. C'est pas forcément bien vu d'être souriant aussi. Alors j'avais lu une étude qui disait que c'était lié à l'époque soviétique où en fait, les gens avaient un peu, de méfiance envers les autres et aussi cette culture où si tu souris tout le temps, c'est un peu que tu es faible d'esprit ou que tu es pas très intelligent. Il y a ce côté, cet amalgame un peu alors moi qui suis super souriante, on doit pas me trouver très intelligente, dès le premier échange. Voilà, je pense que c'est juste culturel et dans les Balkans, il y a des grandes différences puisque la Bulgarie, on va avoir cette froideur et puis dès qu'on traverse, par exemple, en Macédoine du Nord, c'est pas du tout la même chose. C'est, comme la Bulgarie en termes de paysages, de nourriture, de presque d'architecture aussi, mais par contre, l'hospitalité est complètement différente. Donc c'est pas tant ce que je dis, c'est plutôt, culturel et il faut juste s'adapter à ça, le savoir et je le prends plus personnellement, c'est comme ça. En fait, c'est ça, c'est pas personnel, c'est pas par rapport à ce que je dis, c'est juste, culturel et aujourd'hui, je me suis adaptée, et ça me pose plus de problème. OK, super intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton parcours, une des raisons pour lesquelles je t'ai contactée, c'est le fait que tu as beaucoup de recul sur cette période de nomadisme.
Parce que ça fait plus de 10 ans maintenant, c'est ça que tu disais? Avec, différents modes, de nomadisme et du coup, j'aimerais bien qu'on parle du sujet un peu des relations personnelles. Déjà peut-être, par rapport à ta famille, comment est-ce que ton mode de vie est perçu? Déjà dans un premier temps, comment est-ce que, progressivement au fil du temps, ça a été vécu par, ton entourage, ce mode de vie? Alors, comme j'ai commencé à vouloir voyager très tôt et que je suis partie toute seule à 17 ans, donc ça va faire 20 ans bientôt que je voyage comme ça, ma famille s'est habituée. En fait, je pense que, donc ma mère, par exemple, pensait que ça allait être une phase et puis au fil du temps, elle s'est rendue compte que c'était pas une phase et que c'était mon mode de vie. Mais il y a toujours dans nos échanges, par exemple, ma mère va toujours me dire: «Quand est-ce que tu rentres?» Avec cette impression que la France, quand je vais, la voir, c'est toujours chez moi et je pense que c'est peut-être, pour beaucoup de parents, normal, hein. On est toujours, le bébé ou l'enfant de son parent. Donc il y a ce côté presque, temporaire de ce mode de vie, l'impression qu'un jour je vais rentrer. Alors que pour moi non, c'est je reviens pas en France, comme base. En fait, je vais en vacances en France, mais c'est tout, c'est plus chez moi et donc il y a cette différence de perception qui est assez intéressante sur, le mode de vie. Je suis pas encouragée, mais je suis pas découragée. Donc je suis pas encouragée dans le sens où, je pense qu'au fond ma famille aimerait que je sois, plus proche, d'elle et que je puisse, les voir plus souvent. Qu'il y a aussi des craintes sur, le manque de stabilité donc cette image aussi de l'étranger où on a l'impression qu'on est moins bien à l'étranger qu'en France alors que moi j'ai vraiment pris en niveau de qualité de vie, même en étant en Bulgarie, j'ai un niveau de confort et de qualité de vie qui est vraiment génial. Mais donc ma famille va parfois être un peu, inquiète, mais me fait confiance et je suis pas découragée parce qu'on sait que ça fait partie de ce que j'aime et que voilà, c'est aujourd'hui quelque chose qui est important pour moi. Au niveau des relations familiales, ce qui est assez intéressant quand on travaille en ligne, c'est qu'on peut, finalement se permettre d'aller voir sa famille plusieurs semaines, de travailler en même temps et donc du coup, j'arrive à avoir des moments de qualité. Quand j'y retourne, c'est, plusieurs semaines d'affilée pour, vraiment, vivre des moments du quotidien et pas juste des vacances très courtes. Donc je pense aussi que ça les rassure, le fait de savoir que je suis là, quand ils ont besoin et que, voilà, on n'est jamais vraiment très loin. On est toujours connectés. Mais j'imagine qu'il y a aussi une différence entre le si tu es vraiment installé et que tu avais un travail en physique dans un autre pays et tu aurais pas forcément la liberté de rentrer, là, peut-être que, le fait que s'il y a un besoin de leur côté, tu peux être là et rentrer même si c'était pas prévu, bah, j'imagine que ça change, la perspective aussi pour toi, et comme pour eux, en fait. Ouais, c'est vraiment, ce qui est important, en fait, c'est de se dire, malgré la distance, on est capable de se retrouver assez vite s'il y a un besoin et ça, pour moi, c'est super important et puis aussi la présence au moment fort donc pendant plusieurs années, je rentrais pas pour les fêtes de fin d'année et là, je me suis rendu compte que, bon, toute ma famille se réunissait. Il y a mon oncle, mes tantes, ma sœur, mon neveu, ma mère, enfin vraiment, le cocon, central familial que j'aime beaucoup passer du temps avec eux et donc maintenant j'ai décidé de revenir pour les fêtes. Avant, je le faisais pas parce qu'il y avait d'autres moments où je pouvais voir tout le monde. Donc je trouvais que c'était pas forcément, au niveau du voyage, c'était pas ce qui était le plus pratique de rentrer juste pour les fêtes. Mais maintenant, j'ai ressenti qu'il y avait un besoin aussi que je sois présente parce que tout le monde était là, parce que mon neveu grandit et donc ça me fait plaisir d'avoir, la possibilité de revenir. Donc ouais, il y a le côté, pouvoir se rendre disponible qui est important et puis, ce que je trouve tout aussi important, c'est de partager son voyage avec ses proches pour, presque les emmener avec nous et de leur poser des questions sur le quotidien pour pas être trop déconnecté non plus. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir, voilà, ce que ma mère a fait dans la semaine, même si c'est des choses basiques, lui demander, ce qu'elle a mangé le midi, partager vraiment des choses très, terre à terre, on va dire, mais, qui font partie presque de la vie domestique du quotidien d'une famille. Ça permet de garder le lien. Il y a aussi une vraie question chez les nomades, je pense, qui va émerger parce qu'on est une 1re génération de nomades, c'est la question du vieillissement des parents. Moi, c'est sûr que dans mon esprit, dans ma conception de la vie, je suis nomade parce qu'on n'a pas besoin de moi, mais si demain, ma mère est encore jeune, mais si elle était en perte d'indépendance, d'autonomie, je continuerai pas à être nomade, je juge pas les gens qui font d'autres choix, mais pour moi,
le retour en France, s'il y avait un vrai besoin, je ferais le nécessaire et ça deviendrait prioritaire. Je suis aussi prête à ça donc ça rassure d'un côté aussi ma famille de savoir qu'on peut compter sur moi. Ouais, c'est super intéressant cette question, effectivement. Je pense que déjà, elle émerge pour les non-nomades aussi, hein, et puis, avec ce nomadisme qui est en pleine expansion, c'est vrai que ça va être un vrai sujet. Tu rentres combien de fois par an? Donc pour les fêtes, maintenant? Ouais. Quand j'étais au Costa Rica, je rentrais, 2 fois par an à peu près. Là, en Bulgarie, 3-4 fois par an. Ah ouais, quand même. Donc ça te permet le fait d'être plus près, ça te donne ce confort de pouvoir rentrer plus aussi. Mmh. OK. Et est-ce que ça t'arrive que ta famille te manque? Hem, En fait, ça m'arrive, mais c'est jamais très, déstabilisant dans le sens où ma famille, la France peut me manquer aussi parfois des moments de France, des petites choses. Par exemple, quand on a envie d'un vrai croissant, on se dit: «Bon, ça serait chouette d'être en France», on entend une musique qui nous plaît ou, lire un livre en français, voir un contenu, ça peut faire émerger, un besoin de rentrer en France. Mais c'est jamais très long et ma vie, elle est tellement remplie de plein de choses. Surtout, je me sens pas seule, donc ça, c'est important aussi. Je pense que si je me sentais seule, il y aurait ce manque. Donc aujourd'hui, c'est pas problématique, de mon côté. J'ai bien sûr que ma famille me manque et parfois la France me manque, mais c'est jamais, ça perturbe pas mon quotidien. Et de l'autre côté non plus, je sais que mes proches, ont aussi une vie, bien remplie. Ouais, carrément. Tu les appelles souvent? Est-ce que tu as une fréquence ou est-ce que, c'est un peu au feeling? Est-ce que tu te mets des rappels dans ton agenda, pour, pas laisser le temps, faire que ça se dilue? Comment tu procèdes pour ça? Moi, je suis pas du tout téléphone, donc je les appelle, presque pas. Mais j'ai jamais été comme ça, même quand j'étais en France, on est plutôt texto. Il y a pas de fréquence, c'est plus, parfois quand je vais penser à eux, je vais leur envoyer un message et vice versa. Donc on n'est pas connectés H24, mais quand on se voit, on prend plaisir à se voir et puis, quand on pense les uns aux autres, on s'envoie un message. OK, trop cool. Et tu disais que tu étais très bien entourée. Ouais. Peut-être sur l'aspect amical, comment est-ce que tu gères tes amitiés quand tu es nomade? Donc, les amitiés, sédentaires, et les autres, nomades aussi? Ouais. Les amitiés sédentaires, celles que j'avais en France notamment, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de voir ces amis-là que, les amis qui sont aux 4 coins du monde. Parce qu'en fait, les personnes sédentaires ont des routines, parfois, des jobs qui sont très prenants, des enfants, donc c'est assez compliqué d'avoir un moment et même quand on prévoit, très longtemps à l'avance, ben, c'est, un déjeuner, calé dans l'agenda où tu as 1 heure, il faut vraiment aller vite. Donc je trouve que les amitiés sédentaires, on va dire d'une autre époque, de celle d'avant le nomadisme, c'est les plus compliqués à entretenir tout simplement parce qu'il y a pas d'espace. Chez les personnes sédentaires, souvent, il y a tellement de routines et d'obligations que caler un rendez-vous, c'est ça devient, très compliqué. Alors que quand on est nomade, on a cette obligation tout le temps de flexibilité, donc on arrive à créer de l'espace. Je trouve aussi que ce qui est compliqué quand on est nomade avec des amis qui sont pas nomades, c'est cette attente. Comme on peut se déplacer et comme on peut avoir cette flexibilité, ben, c'est à nous de le faire. Et en fait, moi, j'ai pas forcément envie de mettre mon argent dans, des billets d'avion ou mon énergie ou mon temps pour aller voir des personnes qui sont dans des lieux qui sont pas sur mon itinéraire. Parce qu'il y a pas mes loisirs, par exemple, s'il y a pas de surf et de snowboarding, enfin, ça peut paraître, très, hem, anecdotique, mais pour moi, voyager avec toute la fatigue d'un voyage, tout ce que ça implique pour aller voir des personnes, bah, je vais le faire parce que ça me fait plaisir d'aller voir mes amis, mais je vais essayer de regrouper et puis je vais pas le faire tous les ans, c'est pas possible. Mais je sens qu'il y a parfois des attentes, comme on a plus de flexibilité, d'être la personne qui va, faire les déplacements et moins de spontanéité dans, «Est-ce que je peux venir te voir?» par exemple. Moi, j'aimerais beaucoup avoir plus de visites. Ce que j'exprime parfois ou je vais pas dire ce que je demande, mais ce que je partage. Donc les amitiés sédentaires, je les trouve, plus complexes, mais ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui, c'est d'expliquer que, ben, c'est pas possible dans mon itinéraire de vraiment partager à mes amis qui sont sédentaires, la réalité d'un mode de vie nomade. Parce que je pense que quand qu'on l'a pas vécu, on se rend pas compte que c'est ultra épuisant et puis on va pas prendre l'avion toutes les 2 semaines, pour aller, faire le tour de tous ses amis.
c'est pas possible. Donc expliquer, partager qu'on est fatigué, qu'on a un job à temps plein, que c'est pas forcément compatible avec plein d'allers-retours, qu'au niveau finance aussi, c'est compliqué et quand on partage, c'est beaucoup mieux compris. Au niveau des amis, nomades, par contre, là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, se retrouver. Donc les amis nomades, la difficulté, c'est que parfois on crée du lien très fort avec des personnes et on ne sait pas si on va les revoir. Moi, en ayant eu plusieurs bases aujourd'hui, j'ai des amis, on va dire des points de chute assez forts en Europe, dans la zone Amérique et en Asie. Donc voir tout le monde, c'est et garder du lien, c'est compliqué. En tant que nomade, souvent, on se comprend les uns et les autres, donc il y a pas cette attente d'être tout le temps en train de parler, ça serait impossible. Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de passer mon temps à faire des appels ou à être sur les réseaux sociaux pour garder du lien parce que je suis déjà sur ordi toute la journée pour le travail. J'ai envie d'être aussi, dans la vraie vie, pas derrière des écrans. Je pense qu'il y a beaucoup de nomades qui ont cette fatigue, des écrans aussi. Donc c'est des amitiés qui sont plus faciles à gérer parce qu'il y a cette compréhension, il y a moins d'attente et on peut, essayer de coordonner, de faire, matcher les itinéraires et ça, c'est ce qui est assez incroyable avec les nomades. Donc j'ai des amitiés qui sont très fortes, de personnes avec qui je me coordonne pour, faire, 1 mois à tel endroit, un autre mois ailleurs. J'ai notamment une copine, qui est basée à Singapour avec qui on se voit, au moins 2 fois par an et on se retrouve, sur des longues périodes et on adore quoi. C'est notre moment de rencontre et j'ai d'autres copines avec qui j'ai vécu notamment au Costa Rica, qui sont venues me voir en France, que j'ai retrouvées pour d'autres voyages en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, donc les amitiés nomades, elles sont malgré le fait que tout le monde soit éparpillé aux 4 coins du monde, elles sont plus faciles à entretenir parce qu'il y a moins d'attentes et plus d'opportunités de se retrouver sur de longues périodes. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Enfin, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels j'aimerais rebondir. Une des choses, c'est quand tu dis que toi, tu as un besoin d'avoir un cadre où tu puisses faire du snow, du surf et qu'en fait, c'est pas forcément compris. Ben, moi, je le conçois totalement ça parce que en fait, pour les personnes qui sont sédentaires, leur cadre, c'est leur maison, leur routine, peut-être leur travail et cetera et donc, bah, pour eux, c'est évident qu'ils doivent avoir ça parce que c'est obligatoire. Mais en fait, ces besoins-là de, snow, surf pour toi et pour moi, ce sera d'autres trucs, tu vois? Mais c'est ton cadre, en fait, c'est ta routine et c'est ce qui fait que même si tu vas te déplacer, tu as quand même une routine et tu as quand même des habitudes. C'est un besoin, quoi, à la fin et ça, c'est vrai que c'est pas forcément compris et d'ailleurs, j'ai fait un épisode parce que j'ai eu une demande d'une auditrice qui m'a demandé comment est-ce que je peux mieux accompagner ma proche nomade. J'ai fait un épisode, l'épisode 25 sur ce sujet-là et il y a pas mal de trucs sur lesquels on se rejoint, notamment le fait que on ressent beaucoup ce besoin, nous, de venir alors que, bah, les gens ne nous rendent pas forcément visite, notamment dans les amis. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant et par rapport à ce que tu disais sur les réseaux, je trouve ça aussi, un très bon point. Moi, je ressens beaucoup ce truc de digital, overdose un peu, de fait que, bah, tu es déjà 8 heures par jour devant l'ordi. Comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu arrives à garder le contact sans, être submergé par, cette dose d'écran-là? J'ai pas encore la réponse parce que c'est encore une difficulté, puisque je me sens submergée par les écrans. Je pense que une des habitudes qui me fait le plus de bien, c'est, de pas avoir d'écran la première heure quand je me réveille. Donc j'ai mon petit journal, mon café, je vais faire une marche quand je suis, à la plage ou dans la montagne. Je me prépare, je range un peu mon appartement. Enfin, je fais vraiment, une première heure où je suis pas connectée, je regarde pas mes mails, mes messages. Donc du coup, ça me fait du bien. Ça m'évite aussi d'avoir cette recherche de dopamine parce que les écrans, il y a aussi ce côté addictif. Moi, je suis très sensible à ça, donc si je commence par les écrans, bah, je vais avoir vraiment envie de scroller toute la journée, Je pense que pour moi, c'est addictif en tout cas. Donc ça m'a aidée, 1re heure sans écran et la deuxième chose, c'est de me dire que j'ai pas besoin de répondre tout de suite. Ne pas se sentir obligé de répondre dès que son téléphone sonne et aussi d'expliquer à ses proches, dire: «Si je te réponds pas tout de suite, c'est pas qu'il y a un problème, c'est que, bah, je peux mettre 24-48 heures à répondre». Parfois, j'oublie de répondre. Si c'est important, on me relance, mais j'ai enlevé cette obligation de répondre et puis j'ai arrêté de partager autant. Avant, je partageais beaucoup, maintenant c'est plus par période parce que j'ai remarqué que quand je partage quelque chose, du coup,
c'est aussi normal que, par exemple, si je fais une story sur l'endroit où je suis, bah, il va y avoir pas mal de questions. Si je fais une story en disant que j'ai fait ma valise et que voilà, je pars, il va y avoir des questions sur où est-ce que tu vas, avec qui tu pars, et donc je ressentais, presque de l'agacement de devoir répondre, mais en même temps, je l'avais provoqué. Je l'avais provoqué en postant, c'était une invitation à communiquer et c'est pas juste dans un seul sens. Donc j'ai beaucoup réduit, ce que je partage sur les réseaux, notamment sur la Minute Freelance. J'ai 2 réseaux, le personnel et le pro. Et puis, l'injonction de poster tout le temps, j'ai complètement arrêté cette injonction de devoir être partout aussi. Ça, c'est peut-être plus sur le côté pro que le côté perso, mais, je me suis rendu compte que maintenir une activité pro qui tournait grâce à une présence sur les réseaux sociaux, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour ma santé mentale. Et du coup, je me suis donné l'autorisation de faire ça en dilettante, ce qui est pas génial, hein. On dit que les algorithmes, il faut être consistant et cetera, mais moi, ma santé mentale passe d'abord, donc j'ai vraiment, j'honore ce fait de pas avoir d'obligation ou de me mettre de rythme de création de contenu ou de délai de réponse. Je dis que c'est pas encore une question à laquelle tu as trouvé la réponse, mais néanmoins, tu as quand même des éléments de réponse, intéressants et à prendre en note et puis sur la partie pro aussi, on reparlera peut-être dans le prochain épisode de la façon dont tu as orienté ta carrière, peut-être aussi, un peu différemment, par rapport à ça. Tu parlais aussi tout à l'heure des amitiés sédentaires et notamment de la question des enfants. Donc, il y en a, qui ont des enfants, qui ont des conjoints et cetera. C'est pas ton cas. Est-ce que tu ressens un décalage? Est-ce que tu ressens une pression sociale pour ça, le fait de fonder une famille, surtout en tant que femme? On sait qu'on peut avoir une pression, notamment biologique. Comment est-ce que tu vis ça? Alors, je l'ai eu il y a quelques années la pression, maintenant j'ai 36 ans, donc je suis passée de l'autre côté, mais je l'ai ressentie vers, 32-33 ans et je pense que, comme tu l'exprimais, c'est peut-être pas juste le nomadisme, c'est juste la société et notamment les femmes. En fait, moi, je l'ai déconstruit et ça m'a beaucoup aidée. Je me suis posé la question de, «Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple et d'avoir des enfants? Ou est-ce que j'en ai envie parce que j'ai l'impression que si je le fais pas, je vais moins valoir en tant qu'être humain, en tant que femme?» Et pour moi, j'avais attaché ma valeur, ce qui faisait de moi une bonne personne, une personne importante, au fait de me dire: «En tant que femme, je dois avoir des enfants pour valoir quelque chose et si j'en ai pas, ben, je vaux rien». Et c'est pas du tout ce que je pense des femmes, mais c'est ce que je pensais de moi parce que j'avais, ce qu'on appelle internalisé, la misogynie, ce qui est assez intéressant quand on explore et je recommande à toutes les femmes de creuser ce sujet de la misogynie internalisée, de dire: «Ben, qu'est-ce que je pense de moi?» Parce qu'on pense pas forcément la même chose des autres femmes, mais de soi. Qu'est-ce qu'on pense de soi, en tant que femme ou en tant qu'homme par rapport à nos choix de vie? Et est-ce qu'on veut les choses vraiment parce qu'on les veut, parce que c'est un vrai désir? Ou est-ce que, on se sent obligé? Et quand je pense à ma vie, et au à ce que c'est d'être parent, d'avoir, à charge un être humain, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie, en tout cas pour l'instant, peut-être que ça arrivera plus tard, pourquoi pas, je suis ouverte à ça. Mais pour l'instant, imaginer un quotidien où, j'ai la responsabilité d'un être humain et puis surtout, un changement de vie, c'est pas aligné. Alors après, tu as plein de parents qui vont dire: «Oui, mais tu verras, quand tu as des enfants, c'est un amour que tu as jamais connu avant», comme si on pouvait pas aimer quand on n'a pas d'enfants, tu vois? Il y a plein d'injonctions comme ça qui sont encore assez lourdes, qui me faisaient me questionner quand j'étais un petit peu plus jeune, il y a quelques années, mais aujourd'hui, je suis passée complètement de l'autre côté. Donc je sais que si je fais des enfants un jour, ça sera pas parce que je me sens obligée d'en avoir, mais ça sera parce que j'ai envie de transmettre, j'ai envie d'élever des êtres humains, j'ai envie d'être, présente pour eux. Pas parce que j'ai envie d'avoir des enfants, mais parce que j'ai envie d'être la maman de quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être la mère de quelqu'un, j'ai pas envie d'avoir ce rôle de mère. Au niveau du couple aussi, c'est assez intéressant. Je pense que les personnes, qui sont sédentaires, se posent aussi des questions, hein. On voit que notre génération, il y a beaucoup moins de personnes qui ont des enfants. Beaucoup moins de personnes qui sont en couple parce qu'on n'a pas forcément envie d'être en couple juste pour ça, juste pour cocher une case. On a envie de relations qui soient, ancrées dans du sens, des valeurs partagées, des objectifs communs, de la bienveillance, et en fait, avant, je pense qu'il y a plein de gens qui se mettaient en couple parce que c'était le cours de la vie, que c'était comme ça et qu'on avait peur de se retrouver seul. Là, moi, c'est quelque chose aussi que j'ai déconstruit et je me rends compte que aujourd'hui, ma priorité, même si, le couple, les enfants, c'est quelque chose qui pourrait arriver, ma priorité, c'est le nomadisme et
de temps en temps, je reçois des petites piques de type: «Quand est-ce que tu vas te poser? Est-ce que, tu es toute seule parce que personne ne veut de toi? Oh là là, mais l'horloge biologique tourne». Enfin voilà, les petites piques qu'on peut recevoir, c'est de plus en plus rare parce que je pense que maintenant les personnes sont plus ouvertes d'esprit qu'avant et puis surtout celles qui pensent ça se rendent compte que c'est pas, socialement acceptable de balancer ça à quelqu'un. Donc j'en reçois moins, mais ça arrive et ça me touche plus. C'est quelque chose qui me passe un peu au-dessus, parce que je sais que mon choix de nomadisme, c'est une vie qui est alignée et qu'on peut pas vivre, sa vie pour les autres, il faut vraiment les vivre pour soi. Ça va. Super message que tu fais passer là. Il y a 2 sujets que je retiens qui sont, à déconstruire. Donc la misogynie internalisée comme tu l'appelles, je trouve que c'est un, terme, très parlant et aussi de déconstruire le couple comme une priorité et ça, je pense qu'on est beaucoup, notamment de femmes, à savoir qu'il faut le déconstruire et que c'est sain de le déconstruire, mais on est aussi beaucoup à galérer à le faire, je pense. Est-ce que tu as des ressources, je sais pas, des livres, des podcasts, peu importe, à partager sur ce sujet? Moi, j'aime beaucoup les livres de Mona Chollet. Bien sûr. Les livres de Mona Chollet, je pense que dans une bibliothèque, ça fait beaucoup de bien. Sur la déconstruction de la misogynie internalisée, Naomi Wolf, sur, le côté physique des femmes. Pourquoi, par exemple, quand on dit à une femme qu'elle est pas belle, c'est un problème, tu vois? Pourquoi on cherche absolument à vouloir, remplir des critères de beauté? Voilà, cette perception de la femme et en fait, moi, le nomadisme, ça me permet vraiment de me reconnecter à, ce que ça veut dire d'être femme et de surpasser ces injonctions. Pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à, faire des enfants, être en couple, vouloir être belle, vouloir pas vieillir? Et en lisant des livres, des ouvrages de féministes, je trouve qu'on questionne tout ça et on va sur notre nature profonde qui est, voilà, je suis un être humain, j'ai le droit d'être alignée, j'ai le droit au bonheur. J'ai pas besoin de ressembler à quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit pour avoir de la valeur. Je suis suffisante comme je suis. Maintenant, de quoi j'ai vraiment envie? Donc peut-être avant même d'aller chercher des ressources à l'extérieur, les ressources internes, c'est ça. C'est de se poser des questions. On n'a pas besoin de lire pour ça ou de quoi que ce soit d'autre que de juste se poser et de créer de l'espace. On n'est pas stimulé par de la musique, des contenus et juste prendre une feuille de papier, un crayon et se dire: «OK, qui je suis, quelles sont mes valeurs, de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce que je peux apporter au monde. Si j'avais zéro obligation, zéro jugement, zéro problème financier ou autre, qu'est-ce que je ferais vraiment, qu'est-ce qui me donne de la joie aujourd'hui, qu'est-ce qui est aligné et je pense que ça, tout le monde peut le faire et c'est super important de vivre, en se posant ces questions et puis en étant le plus aligné possible. Bah, écoute, un très beau message encore une fois. Peut-être dernière question sur, la partie, relations personnelles et interpersonnelles. Les rencontres sentimentales et tout ce qui est dating, quand on bouge comme ça, quand on est nomade, comment on le gère? Comment toi, en tout cas, tu le gères? Comment tu le vis? Et est-ce que ça a évolué aussi au cours, de tes différentes années de nomadisme? Ouais, alors je pense que notre génération, on est beaucoup à dire que le dating, c'est pas top. Mais après, quand tu regardes des films ou des séries d'il y a quelques années, d'il y a 20 ans, il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça pas top non plus. Je pense que le dating, c'est un peu un miroir de la valeur qu'on s'accorde et en nomade comme en sédentaire, quand on se sent bien dans ses baskets, on a des bonnes expériences. Quand on se sent pas bien dans ses baskets, on va accepter ou attirer des choses qui sont pas les bonnes choses pour nous, parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur de pas valoir mieux. Moi, mon expérience de dating en nomade, c'est que, en fait, c'est des petites communautés, des toutes petites communautés. Souvent, quand on reste à un endroit, à Bansko, par exemple, il y a 100-150 personnes. Vraiment, on va dire dans le pool, dans la tranche d'âge célibataire, donc c'est très, très peu. C'était la même chose au Costa Rica, c'est vraiment des petites communautés. Donc en fait, il faut faire très attention quand on date parce que si ça se passe pas bien, on croise la personne tous les jours. Il y a beaucoup de personnes qui font du dating un peu à l'américaine ou à l'anglo-saxonne où en fait, ils voient plusieurs personnes en même temps avant d'être exclusifs et donc du coup, bah, tu vas aller en date avec une personne et tu vas croiser une autre personne que tu dates, ça crée beaucoup de drama, beaucoup de chaos. Donc moi, j'ai fait la décision de pas date, tu vois? Pas dater, je suis dans ma phase aussi où je décentre les relations amoureuses pour recentrer les relations amicales. Pour moi, dans ma vingtaine, ça a été un vrai sujet de souffrance, le fait de me dire:
J'avais des amis, mais j'avais, aussi des moments quand mes amis étaient pas disponibles où je me sentais très seule. En fait, je pense que j'avais pas assez de cercle d'amis ou d'amitiés fortes, donc je dépendais, les amis que j'avais, elles étaient incroyables, ils étaient incroyables, mais voilà, j'avais envie d'être plus entourée et donc le fait de décentrer les relations amoureuses pour recentrer les relations amicales, moi, je suis 10 fois plus heureuse que, quand on va dire le couple était le centre de ma vie. Je pense aussi qu'en tant que femme, on prend, de façon spontanée plus de charge mentale et que moi, aujourd'hui, le fait de pas me poser la question de ce que j'apporte à un partenaire de vie et de ce que j'apporte à un conjoint ou un quelqu'un dans ma vie, je peux mettre cette énergie ailleurs. Donc globalement, le fait de décentrer les relations amoureuses, de plus être sur les apps, de pas entretenir de relations avec des personnes dans ma communauté pour éviter justement ces dramas, de pas me concentrer sur, est-ce que je plais à quelqu'un? Ouais, est-ce que cette personne va vouloir de moi? Est-ce que, tu vois, cette phase un petit peu où tu te poses des questions, ou surtout que les nomades, il y en a beaucoup qui sont confus aussi, qui sont dans des phases de transition dans la vie. Enfin, franchement, pour l'avoir testé au démarrage de ma vie de nomade, j'ai trouvé que ça me prenait beaucoup d'énergie, que ça me faisait mal au cœur au bout de quelques semaines parce que, voilà, je sentais que les gens avaient des styles d'attachement qui étaient un peu chaotiques. Là, aujourd'hui, avec un peu de recul, ce qui me convient et ce qui convient peut-être à d'autres personnes aussi, c'est de, ouais, déprioriser et de me dire: «Si ça arrive, tant mieux, si j'ai un coup de cœur, tant mieux», mais en tout cas, je cherche pas consciemment à faire des dates, à provoquer des rencontres. Encore une fois, parce que je suis pas sur les apps et que j'ai cette règle très stricte de ne pas sortir avec des personnes de ma communauté. Donc ça laisse peu de chance à d'autres rencontres, hein. Super intéressant de voir comment tu as revalorisé le cercle amical, enfin les cercles amicaux d'ailleurs, priorisés par rapport à la relation amoureuse. Je trouve ça assez intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur les relations personnelles, interpersonnelles que tu aurais voulu aborder, des choses qu'on n'aurait pas dites et que tu voudrais rajouter? Ouais, ouais, je voulais rajouter que en fait, ce qui est intéressant quand on est nomade, qu'on n'a pas forcément en tant que sédentaire, c'est la fourchette d'âge avec laquelle on va être en contact et les cultures différentes, les religions différentes. Je pense que quand on est sédentaire, on va s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Quand on est nomade, bah, on va être nomade, dans une communauté avec, des personnes qui ont, 50, 60 ans et d'autres qui viennent juste de finir leurs études. Des personnes qui sont, de religions différentes, qui parlent des langues différentes, qui ont des cultures différentes et c'est ultra enrichissant et le fait de pour moi d'être nomade et puis aussi de recentrer les relations amicales et le social et pas juste, le côté, voilà, couple, enfant. Je pense que par rapport à d'autres personnes de mon âge qui ont ce schéma de famille, d'être installées et cetera, elles vont peut-être plus être amies avec d'autres personnes qui leur ressemblent parce que, bah, c'est pratique, hein, tu rencontres d'autres parents, donc tu es amie avec d'autres parents et cetera, des personnes dans la même phase de vie. Le nomadisme, moi, ça a été, pour moi, un déclencheur de richesse vraiment dans mes amitiés et aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes. J'aurais peut-être même pas fait attention à ces personnes-là si j'avais été dans un cadre sédentaire, qui m'ont tellement apporté, qui m'ont émue, qui m'ont touchée, juste parce que j'avais cette, ouverture d'esprit, qui était obligatoire, hein, qui a été provoquée, je l'ai pas cherché, d'avoir une communauté aussi variée. Il y a la communauté nomade et puis il y a aussi les communautés locales, de l'endroit où tu vas être qui vont changer, qui vont varier. Puis d'autant plus quand tu parles la langue, comme tu disais au Costa Rica, en Bulgarie, je ne sais pas si tu as appris le bulgare? Alors je sais le lire, mais je comprends pas ce que je lis. Bon, bah, c'est déjà ça. Voilà, donc donc vraiment, c'est très basique, c'est une langue qui est compliquée, mais j'arrive à avoir quelques échanges. OK. En tout cas, c'est sûr que ça rajoute encore à la richesse et puis d'autant plus comme toi, tu changes de base régulièrement. Et peut-être pour la fin de cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils, allez, pour quelqu'un qui voudrait être nomade, mais qui a pas encore, franchi le cap? Je pense que, la première chose, c'est d'essayer de faire un séjour en travaillant. Si le projet de nomadisme est basé autour du travail, après il y a des nomades qui sont c'est peut-être pas du nomadisme, c'est peut-être plus du voyage à long terme, mais pour moi un nomade, c'est quelqu'un qui gagne sa vie en même temps et qui du coup, bah, soit a trouvé des jobs sur place, soit, sur ordinateur. Il faut essayer parce que c'est un mode de voyage qui est différent du tourisme et des vacances.
ça peut provoquer des frustrations, si on a besoin de trouver, une bonne connexion à internet, un endroit où se poser, être au calme et puis qu'on se retrouve, dans une zone touristique avec des travaux toute la journée, avec internet qui déconnecte et cetera. En fait, ce genre de stress, c'est pas pour tout le monde. Je pense que, on a ce côté glamour de, je prends mon ordi, je suis à la plage et on se rend compte, dès qu'on fait l'essai que, bah, il fait super chaud, il y a le reflet du soleil sur l'écran, il y a des moustiques, on dégouline de partout à cause de la chaleur, on n'arrive pas à se concentrer, les appels qu'on fait avec son boss, se coupent, toutes les 5 minutes. Enfin, il peut avoir ce genre de désagréments et donc faire un essai, voir si ça nous plaît, c'est super important. C'est aussi important de voir si on est frustré ou pas de travailler plutôt que d'explorer parce que quand on est nomade, on passe beaucoup de temps dans la logistique, à planifier son voyage, à chercher, la salle de sport, l'endroit où faire sa lessive, où aller faire ses courses et cetera, donc déjà rien que ça prend beaucoup d'énergie. En plus, on travaille, donc le temps passé à voyager, à visiter, bah, il est réduit. C'est pas un type de voyage qu'on fait pour, découvrir très vite. C'est vraiment sur un temps plus long, je pense, enfin, selon moi. Donc, 1er conseil, essayez, voir si ça nous correspond et le deuxième, c'est de pas mettre plein de destinations différentes sur un temps court. C'est vraiment au moins enfin moi aujourd'hui, dès que je fais des séjours de moins d'un mois à un endroit, je suis épuisée, et je pense que la bonne routine, c'est au moins, 2-3 mois par endroit au minimum ou alors d'avoir une base, et puis d'en changer, au bout de 6 mois, au bout d'un an, pour se donner le temps d'explorer et puis aussi, pouvoir assumer derrière un rythme professionnel. Très bien. Bah, excellent conseil. Peut-être pour la fin, pas la question la plus facile, si tu devais donner en un mot ce que ton nomadisme représente pour toi? Liberté. Un très bon mot qui est choisi par un pourcentage assez élevé de mes invités, on va pas se mentir, mais qui résume bien, la chose. Est-ce que, avant de terminer cet épisode, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ouais, juste encourager, les personnes qui nous écoutent à sauter le pas. Il y a zéro, en fait, il y a pas de risque à essayer parce que, on peut toujours revenir en France, on peut toujours redevenir sédentaire, mais si on a l'opportunité et l'espace de se donner la chance de tester ce mode de vie, hein, on n'est pas obligé de faire ça toute sa vie, enfin, faut foncer, c'est une richesse incroyable. Je te rejoins complètement là-dessus. Écoute, merci Lise pour ton partage, très transparent, très authentique, très franc, qui, je pense, pourra aider beaucoup de personnes. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée dans ce que tu as dit, donc je te remercie et puis on se retrouve, très bientôt pour parler plus de la problématique de la carrière et de la gestion des finances, qui sont 2 gros sujets aussi et qui tiennent, je crois, pas mal à cœur. Merci Chloé, pour ton invitation et on se retrouve, bientôt pour un autre épisode. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, surtout abonnez-vous et donnez 5 étoiles au podcast. Ça vous prend, allez, 5 secondes à tout casser et ça soutient vraiment mon travail puisque ça donne de la visibilité aux médias. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, eh ben ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite!